Pourquoi Poutine choisit le chaos? Jade Partouche va nous rejoindre dans quelques instants pour nous expliquer le contenu, la démonstration que vous faites, François Stom. Poutine qui est un petit peu dévié de sa ligne, on va dire, traditionnelle dans la région, où il essayait lui aussi de jouer les équilibristes, et puis là il s'est engouffré dans un positionnement plus proche des intérêts palestiniens et notamment du Hamas. Jade, vous nous rejoignez. Vous avez lu la dernière analyse de François Stom, donc pourquoi Poutine choisit le chaos? Effectivement, c'est le 5 octobre en fait que Vladimir Poutine donne un très long discours au club Valdai, qui est un club de discussion installé à Moscou, et vous décortiquez justement ce discours. Vous analysez en fait les intentions très claires du Kremlin: détruire l'ordre international, je cite, et instaurer à sa place le chaos, avec comme ultime preuve, si j'ose dire, de cette vision un peu déformée du monde, ce soutien que Poutine apporte au Hamas. Dans son discours du 5 octobre, Poutine présente les principes sur lesquels va reposer justement ce nouvel ordre international. Principe numéro 1, la souveraineté. C'est, vous dites, l'un des chevaux de bataille de la rhétorique poutinienne. La défense de la souveraineté des peuples face à l'hégémonisme américain. C'est le mal du siècle qu'il combat, en considérant que tous les pays proches des États qui deviennent de fait les ennemis dangereux de l'indépendance de la Russie, avec pour lui comme seul rempart valide justement l'Union soviétique. Poutine ne cesse d'accuser les dirigeants européens, vous dites, de suivre docilement les ordres de leur patron de Washington. Deuxième principe fondamental de ce nouvel ordre imposé par Poutine, l'absence totale de règles. Son discours est teinté, ce discours du 5 octobre, vous dites, teinté d'une mentalité mafieuse qui identifie Vladimir Poutine. Pour comprendre cette hostilité, il faut se rappeler d'où vient Vladimir Poutine, à savoir le monde de Boris Eltsine, qui est donc l'ancien président russe, un monde où tout s'achetait et où vous dites c'est un Far West sans shérif. Pour Poutine, le monde qu'il doit construire doit se faire sur les mêmes bases, c'est-à-dire que son acharnement contre l'hégémonisme américain est celui d'un truand qui voit se dresser contre lui un policier intègre. Le nouvel ordre mondial plus juste dont il célèbre l'avènement est en réalité un chaos dans lequel le président russe et tous les voyous qui forment sa cohorte espèrent pouvoir se livrer sans contrainte à leur déprédation. C'est ça la vision du monde de Vladimir Poutine, faire n'importe quoi sans jamais se faire taper sur les doigts. Et il le dit sans détour dans son discours, je le cite: « Quiconque se comporte de manière indépendante, suit ses propres intérêts, ses propres règles, se transforme instantanément en obstacle qu'il faut éliminer. » Dans l'esprit de Poutine, souveraineté rime, et vous le dites, avec impunité. Poutine est un hors-la-loi au sens littéral du terme. Sa bête noire, c'est l'universalisme, que des règles non imposées par lui s'appliquent à tous et donc à lui est littéralement insupportable. Et il prive par là, selon vous, tout un peuple d'appartenir à l'humanité. C'est, pour résumer, un ancien agent du KGB frustré. Et le point d'orgue, j'en termine par là, de cette vision un peu déformée du monde, c'est effectivement ce soutien sans faille que Vladimir Poutine apporte au Hamas depuis la tuerie du 7 octobre. Sa position est très claire: Israël est l'allié des États-Unis, le Hamas et l'Iran sont nos alliés. Les talk-shows, depuis le 7 octobre, il faut le savoir, rabâchent à longueur de journée que le succès des militants palestiniens, qui ont conquis plus de territoire en 24 heures que les forces armées ukrainiennes n'ont réussi à couvrir en 4 mois de contre-offensive, ça on l'entend tous les jours depuis le 7 octobre. Le tableau du monde brossé par Vladimir Poutine le 5 octobre fait penser, et je termine par là, au miroir déformant créé par le diable. Vous faites référence à une œuvre du Danois Anderson, un miroir où toutes les réalités sont inversées, le bon devient le mal et le mal devient le bon. Merci beaucoup Jade pour le résumé de ce papier. Je rappelle qu'on parle donc de Poutine face notamment au conflit israélo-Hamas. En ce moment même, Emmanuel Macron, je le rappelle, est en entretien avec Benyamin Netanyahou. Si nous avons évidemment des images ou même des commentaires directs d'Emmanuel Macron de son entretien, nous serons en direct de Jérusalem. Il y a beaucoup de paradoxes dans ce que vous décrivez. D'abord, ce discours il date du 5 octobre, 2 jours évidemment avant les massacres. Il insiste beaucoup, Poutine, sur la souveraineté des peuples, ce qui est extravagant quand on sait qu'il a attaqué l'Ukraine, mais on l'a beaucoup dit. Il ne pensait pas que l'Ukraine avait une souveraineté, mais quand même. C'est un thème qu'il développe depuis des années, depuis le milieu des années 2000. Donc c'est pas du tout nouveau.
Et c'est un thème qui est aussi ancien, je dirais qui est néo-soviétique, parce qu'il a été employé par la propagande stalinienne. Il y a une continuité frappante entre la propagande stalinienne. Je compare ce discours de Poutine au discours de Jdanov de septembre 1947 qui annonce la guerre froide, parce qu'il dit que le monde est divisé en deux camps antagonistes irréconciliables. Et c'est donc ce discours qui a vraiment lancé la guerre, enfin qui a fait prendre conscience aux Occidentaux de la réalité de la guerre froide. Et les thèmes justement développés par Jdanov voulait torpiller le plan Marshall, qui était un plan de relèvement économique de l'Europe après la ruine de la guerre. L'Europe était ruinée, oui, un plan américain d'octroi de crédit aux pays européens, à condition qu'ils collaborent entre eux. L'idée des Américains, c'était de faire naître une solidarité européenne grâce à l'instrument du plan Marshall. Et Jdanov est parti en guerre et tout le mouvement communiste international est parti en guerre contre ça, au nom de la souveraineté des États. C'est pour ça qu'il y a des formules dans le discours de Jdanov, j'en ai cité quelques-unes, qui ressemblent aux propos de Poutine comme deux gouttes d'eau. Alors je pense que c'est cette espèce de régression vers le soviétisme, elle se manifeste aussi dans la question israélo-arabe. Parce que la position traditionnelle de l'Union soviétique, c'était bien sûr le soutien aux pays arabes et surtout au front du refus, ceux qui refusaient donc tout accord avec Israël, et donc aux plus extrémistes. Et c'est cette politique-là qui semble maintenant reprendre le dessus, malgré encore une fois la bienveillance de Poutine à l'égard de Netanyahou et les bonnes dispositions réciproques de Netanyahou à l'égard de Poutine. Mais je dirais cet atavisme soviétique ressort, y compris dans l'antisémitisme, et qui était caractéristique de l'époque que j'ai citée. Oui, il y a quelque chose qu'on a oublié complètement dans cette histoire de relation entre la Russie et le conflit israélo-arabe, c'est que après la chute du mur, et au moment où commencent à se négocier les accords d'Oslo, dans le secret d'abord, se forme parallèlement ce qu'on appelle le quartet. Le quartet à l'époque, c'était les Nations Unies, les États-Unis, l'Union européenne et la Russie, comme possible parrain d'un processus de paix qui aboutirait à la création de deux États. Et qu'est-ce qui se passe après l'échec des accords d'Oslo et quelques années plus tard, avec une vraie rupture? Ce sont les printemps arabes où effectivement les Russes ne supportent pas de se faire rouler dans la farine avec une résolution des Nations Unies qui autorise l'intervention en Libye. Et à partir de ce moment-là, la Russie s'engouffre dans chaque brèche où les États-Unis finalement décident de lâcher l'affaire. Et c'est évidemment la crise en Syrie où Obama ne va pas jusqu'au bout, qui permet aux Russes de reprendre le contrôle. Et depuis, ça n'a fait que s'accentuer en fait. Et là encore, c'est l'hégémonisme américain avec l'allié iranien. Vous ne pouvez pas concevoir aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui au Proche et au Moyen-Orient sans cette alliance entre la Russie et l'Iran. Si la Russie était toute seule, ce serait compliqué. Avec l'Iran, ça devient possible parce que c'est son véritable partenaire, que ce soit pour déstabiliser Israël naturellement, mais aussi les Américains dans la région. Et pour obtenir des armes, notamment les drones Shahed qui lui ont servi au début de sa guerre en Ukraine. C'est la conséquence. C'est la conséquence. La première remarque de Poutine, après les événements du 7 octobre, oui, c'est la faute de Biden. Ça prouve l'incapacité du leadership américain. Ça, c'était le grand thème de la propagande russe, et ça l'est toujours aujourd'hui. Les Iraniens ne disent rien d'autre, puisqu'ils disent aux Américains, vous contrôlez Israël, donc à vous de les empêcher d'entrer dans Gaza, et s'ils le font, il y aura une extension du conflit. Et ce glissement de la diplomatie russe vers le camp
américain et anti-israélien, c'est aussi effectivement Soloviev qui l'exprime dans ses talk-shows. Par exemple, tous les soirs, il dit « Toutes les légendes qui entouraient Israël ont été détruites. Le dôme de fer, un fiasco. Tzahal, un fiasco. Les services israéliens, un fiasco. Les chars israéliens, les meilleurs du monde, un fiasco. » On pourrait lui retourner le compliment à propos de son offensive du 24 février. Mais voilà, ils ont choisi leur camp, très clairement. Mais ça remonte à l'époque de l'URSS, c'est-à-dire qu'à l'époque, les communistes, les soviétiques soutenaient tout ce qu'on appelait à l'époque les mouvements de libération, de décolonisation, etc., à la tête desquels se trouvaient les Palestiniens qui étaient censés être justement le symbole de cette lutte. Mais il sait quand même s'arranger avec ses grands principes, Vladimir Poutine, quand c'est nécessaire, parce que justement avec Israël, il y a un accord tacite qui fait que les Israéliens peuvent aller bombarder les camps des islamistes en Syrie, et que la Russie les laisse faire sans aucun problème, ce qui explique, d'ailleurs on a dit que c'était la raison en tout cas, le fait qu'Israël, au début de la guerre de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, était resté quand même assez muet et n'avait pas soutenu Volodymyr Zelensky, qui d'ailleurs s'en était plaint. Donc c'est vrai qu'il a des grands principes pour créer ce chaos, mais qui pour lui n'est pas un chaos, c'est juste l'étape qui permettra de changer l'ordre mondial, évidemment en sa faveur, mais à certains moments, il réussit quand même à adoucir un peu ses positions. Mais le contexte est quand même différent aujourd'hui, parce que là, Israël fait clairement partie aux yeux des Russes de l'Ouest global, les Palestiniens, c'est le Sud global, et Poutine est le champion du Sud global. Donc, effectivement, il y a des réminiscences qui remontent à l'époque soviétique, etc., mais dans le contexte actuel, c'est parfaitement cohérent aussi. Et c'est vrai que Poutine, il en a plein la bouche de la Grande Guerre, le grand fait patriotique de la Grande Guerre, la lutte contre les nazis. Les nazis qui avaient au cœur de leur doctrine, évidemment, l'éradication du peuple juif. Et aujourd'hui, ils se retournent contre Israël. Toutes ces contorsions au nom de la nécessité d'avoir deux blocs, nous, contre les Américains, c'est quand même c'est compliqué. Ou plutôt détrôner les Américains. C'est surtout ça. Il veut liquider ce qu'il appelle l'hégémonie américaine. C'est pas deux blocs, c'est vraiment l'idée qu'il faut se débarrasser de l'influence occidentale dans le monde. En fait, occidentale au sens large. Donc au sens large, c'est pas seulement les États-Unis, c'est les États-Unis et l'Europe. Et d'ailleurs, il dit c'est Bruxelles et Washington qui sont responsables de la crise au Moyen-Orient. Ce qui est plus surprenant, je trouve, dans ce cas de figure particulier, c'est un peu l'ambiguïté, la longue ambiguïté d'Israël envers la Russie, parce que Israël est clairement très proche des Américains, mais ils n'ont jamais cru au printemps arabe. Ils ont, comme l'a dit Catherine, besoin de la neutralité, entre guillemets, des armes antiaériennes russes en Syrie pour pouvoir bombarder les cibles, les aéroports et notamment les armes qui arrivent d'Iran vers la Syrie à destination du Hezbollah au Liban. Et puis en plus, il y a une très forte communauté immigrée russe en Israël qui a toujours trouvé que le pays était trop petit pour qu'on puisse rendre des terres venant de l'immense Russie. Quand on arrive en Israël, et en particulier d'ailleurs au sud d'Israël, ils sont très présents à Ashkelon, dans toutes ces villes proches de la bande de Gaza, l'immigration russe des années 90, en arrivant, a dit mais c'est trop petit ici, on ne peut pas rendre des terres. Et donc ils sont quand même très engagés derrière le Likoud, voire parfois des mouvements nationalistes encore plus radicaux. Et dans cette stratégie du chaos, il essaye de maintenir une relation très privilégiée avec la Chine, qui est plus prudente sur le dossier israélo-arabe d'ailleurs. Parce que la Chine a vraiment besoin, même si elle ne le dit pas officiellement et elle ne le dit pas de façon trop forte, mais elle a besoin de stabilité. Je veux dire, un conflit comme celui de l'Ukraine qui a complètement déstabilisé l'économie mondiale depuis presque 18 mois, c'est déjà difficilement supportable pour la Chine, et notamment pour retrouver une croissance, retrouver son rôle de leader mondial du commerce. Donc imaginez une nouvelle crise au Proche et au Moyen-Orient où tout s'embrase
s'embraserait, où il n'y aurait plus de possibilité de faire sortir le pétrole du Golfe pour pouvoir alimenter l'usine du monde. Là, ça deviendrait effectivement très compliqué. Et donc, la Chine regarde aujourd'hui le comportement russe avec, j'allais dire, pas vraiment avec énormément d'indulgence. C'est-à-dire qu'elle se sent obligée d'être à ses côtés pour contester l'ordre américain, mais en même temps, en lui conseillant, je ne sais pas comment il le fait, Xi Jinping, mais en tout cas en faisant comprendre qu'on n'a pas intérêt à avoir une planète totalement chaotique.